le fond, les questions qui m'ont été posées étaient quand même assez au niveau de l'admissibilité, au niveau du calcul des pertes, au niveau de la reddition de compte. Donc, je vais tabler principalement là-dessus. Simplement vous dire que, évidemment, bon, depuis la mi-mars, le 18 mars très exactement, vous savez que bon, les gouvernements sont en gestion de crise, donc on est présent, les méthodes, les plans, les programmes qui ont été mis sur pied. J'ai arrêté de les compter, mais je pense qu'on est rendu à 45 plans pour la relance en fait, c'est pas la relance. Là, la relance, ça va venir après. Là, c'est le sauvetage là, de l'économie canadienne. Présentement, ces mesures-là, ils ont été présentées en Chambre, adoptées à eu la sanction royale en 48 heures. Donc, ce qui prend normalement un an et demi à s'ostiner en Chambre des communes, ça s'est fait en 48 heures. Donc, c'est sûr que c'est des mesures d'urgence, c'est des mesures qui ont été lancées pour, dans le fond, pour d'une part calmer, avoir une paix sociale puis aider. Donc, c'est des mesures qui sont imparfaites. Ce qui explique aussi qu'il y a eu, j'ai arrêté de les compter, là, mais des modifications presque à chaque demi-heure des programmes, là, ça n'avait aucun bon sens. Donc, un simple retour dans le temps, parce que là, je vais parler principalement des subventions salariales. Petit retour dans le temps. Je vais juste m'attarder juste quelques secondes là-dessus. 18 mars 2020, annonce du gouvernement du programme de subvention, de la SOC, avec un taux de remboursement de 10 %. Alors, on va entendre parler de la méthode du 10 % puis un peu plus tard, la méthode du 75 %. Bon, c'est cette méthode-là, grosso modo, on va y revenir tout à l'heure, c'est une méthode où l'employeur admissible pouvait réduire ses remises salariales d'avril, mai et juin du montant de la subvention. Donc, dans le fond, il faisait l'effort, le calcul lui-même et faisait une réduction. Il y avait des maximums par employé, des maximums par employeur. Alors ça, c'était la mesure qui était annoncée, la première mesure le 18 mars. Le 27 mars, 9 jours plus tard, il y a eu une annonce. Puis dans un premier temps, on a annoncé une bonification de la mesure de 10 à 75 %. Donc, les gens disent, mon Dieu, c'est merveilleux. On va pouvoir aller réclamer 75 au lieu de 10. Alors, à ce moment-là, on annonçait plus on y allait plus une bonification. Depuis ce temps-là, ce qui était supposé être une bonification du programme initial, bien, ça s'est transformé en un programme distinct, avec des critères distincts, dont celui qu'on va parler de la baisse de revenus, et une mécanique totalement différente. Totalement différente. Le programme a d'ailleurs fait l'objet de plus de 10 changements, même qu'on a eu une mise à jour il y a 48 heures qui vient un petit peu nous décontenancer là, au niveau des récupérations de taxes, au niveau, pas de taxes, mais de subventions salariales pour la mesure de 75 %. Ils ont rajouté une mesure, je dirais, préciser quelque chose qui vient compliquer la mesure, là, inutilement, selon nous, mais en tout cas, il va falloir vivre avec. Alors, c'est un peu le retour dans le temps qu'on a eu. Donc, on vit à travers ça des changements. Le programme, il a changé. Je pense que j'ai arrêté de compter, mais les précisions, les changements, il y en a plus de 20, là. Ça finissait plus. Puis le programme, il s'est élargi à ils ont élargi la mesure à différentes sphères, là, différents contribuables, différentes situations. D'emblée, nous devons porter votre attention sur un élément nouveau et excessivement important que l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, a diffusé au cours des dernières 48 heures. Donc ça vient préciser des choses que je mentionnais il y a quelques instants. Les deux programmes, parce que c'est vraiment deux programmes, le 10 % et le 75 %, ne sont plus mutuellement exclusifs. Bref, si vous vous qualifiez pour le programme du 75 %, vous devez obligatoirement adhérer au programme du 10 %. Ça, ce n'était pas le cas il y a 72 heures. Il y a plein d'entreprises, d'organismes, peu importe, qui ont rempli depuis le lundi le 27 des demandes de subvention. Et il y a une question dans la demande qui dit sur Internet, dans mon dossier d'entreprise, alors c'est là qu'on fait la demande, sur le site de l'Agence du revenu du Canada. On demande, est-ce que vous avez prélevé un montant selon la mesure à 10 %? Et les gens disent non, je n'ai rien demandé, je prends que la mesure du 75 et ils ont inscrit 0. Toutes ces demandes-là vont être présumées il va y avoir des subventions versées en trop. Alors, les organismes, les compagnies, tout le monde, tous ceux qui vont faire une réclamation vont devoir
calculer, et ça, on va y revenir dans quelques instants, vont devoir au préalable calculer la subvention en vertu du 10 pour ensuite la réclamer en réduction de leur remise salariale, comme ça devait être fait au départ. Et quand ils vont faire la demande pour le 75 ils vont venir retrancher ce montant-là. C'est compliqué pour rien parce qu'on aurait pu simplement y aller directement sur le 75, on s'entend. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On ne comprend pas vraiment pourquoi, parce que même au niveau, moi, dans notre vie de tous les jours, on est auditeur public. Donc, tout ce qui est méthode de contrôle, vérification des contrôles, on ne voit pas où est-ce que ça pourrait poser problème. Il semblerait que c'est un problème législatif. On va leur donner raison, là, mais il faut vivre avec. Donc, il va vraiment falloir explorer ces deux méthodes-là. Donc, ce que vous allez avoir récupéré en vertu du 10 va être déduit de ce que vous allez récupérer en vertu du 75 Ça, on s'en doutait bien, mais parce qu'il y en a qui, entre la première annonce puis le début avril, il y en a qui avaient déjà appliqué le 10 là. Donc, pour éviter en bon français un double dip, qu'on aille chercher 2 fois un dédoublement de subvention, bien, évidemment, on s'attendait à ce que ça soit, on vienne l'enlever, mais pas que ça soit imposé comme ça, qu'on soit obligé de le demander des deux côtés. Puis pour ceux qui vont se qualifier uniquement pour le programme du 10 ben, ça va s'arrêter là. Dans le fond, pour ceux qui n'adhèrent qu'au 10 parce qu'il va y avoir quelques entités qui vont adhérer qu'au 10 ben, ils vont simplement faire une réduction de leur remise salariale, puis ça va s'arrêter là. Mais c'est surtout ceux qui demandent le 75 soit environ 95 des demandes qui vont être faites. Donc, comme dans la majorité des cas, les organismes vont se qualifier à mesure du 75 on va vous présenter les deux programmes, parce que c'est important. Il faut voir les deux programmes. Ce matin, en fait, hier, quand je préparais ma présentation, je me disais, bon, ça va bien aller, on va y aller tout de suite sur 75. Et j'ai reçu deux missives de deux firmes de fiscalistes. Les deux disaient la même chose. Attention, le ministère vient de préciser quelque chose sur le site Internet. Ils ont été validés auprès du gouvernement, des instances fiscales du gouvernement, les instances légales même. Et puis, ils ont confirmé, non, vous devez faire les deux. Bon. Puis maintenant, c'est vraiment affiché sur le site du ministère. Ils ont rajouté un paragraphe dans le site que les gens ne comprennent pas trop parce que c'est écrit un petit peu, c'est pas nécessairement écrit dans un verbiage facile là, pour les gens qui ne sont pas trop ferrants en fiscalité, mais il faut vraiment le calculer en vertu du 10 Donc, pour les deux méthodes, dans le fond, je vais vous le présenter. Je vais essayer de vous le présenter de façon large parce que il y a la façon, dans le fond, il y a les règles générales, c'est ce que je vais vous présenter. Mais il y a aussi tous les cas d'exception, on n'ira pas là parce que ça serait vraiment, on n'aurait pas assez du temps qui nous est consacré. Mais s'il y a des questions, on sera disponible. C'est soit nous ou si vous voulez sur vos cabinets comptables respectifs. Parce qu'il va y avoir des cas d'espèces, j'en ai déjà dans mes clients. Bon. Dans les deux programmes, vous allez avoir une notion qui s'appelle la période de demande. Alors que vous soyez dans un programme à 10 ou l'autre, vous allez avoir une notion qui s'appelle la période de demande. Alors, les deux programmes, 70 et 75, s'échelonnent sur 90 jours. Donc, ça regroupe 12 périodes de paye, 12 semaines de paye. Alors, les semaines de paye sont du 15 mars au 11 avril, période 1. Période 2, du 12 avril au 9 mai. Donc, on est déjà dans la deuxième période présentement. Et la troisième, du 10 mai au 6 juin, dans les deux programmes. Donc, il y a 3 périodes de demande. Alors ça, c'est quand vous allez sur le site ou dans la littérature, vous allez voir cette notion-là de période de demande. C'est les périodes à partir, dans le fond, de l'annonce des mesures, alors, qui était le 15 mars. En fait, les mesures ont été annoncées le 18, mais rétroactif au 15 mars. La mesure du 10 ça va quand même vite, celle-là. Elle ne prendra pas 1 heure. Alors, la mesure du 10 elle se calcule pour les employés qui sont rémunérés et encore à l'emploi. Alors, c'est très important. Il faut que les employés soient toujours à l'emploi de l'entité. Et c'est les mêmes mesures en passant que vous soyez à but lucratif ou non lucratif. On va voir un petit peu plus loin qu'il y a des particularités pour les OSBL et les organismes de bienfaisance. Alors ça va vous toucher principalement, mais sur les règles générales, ce sont les mêmes. Alors, on prend les employés salariés, on prend les salaires du 15 mars, puis on va faire la même chose jusqu'au paye du 6 juin. Ça va être la même mécanique. Alors, on va prendre 10 du salaire brut qui est versé. Ce 10 %-là,
on va pouvoir le déduire de nos remises salariales fédérales, parce que c'est uniquement fédéral, jusqu'à concurrence, quand vous faites une remise de retenue à la source comme employeur, quand vous faites la remise avant le 15 du mois suivant, vous remettez au fédéral l'assurance-emploi de l'impôt, jusqu'à concurrence du montant d'impôt prélevé. C'est très important. Vous ne pouvez pas venir réduire l'ensemble de votre retenue salariale, de votre remise salariale. C'est jusqu'à concurrence de la partie impôt. C'est très important. Si vous dépassez, si la partie impôt, par exemple, ça serait 1 000 puis votre montant, ça serait 1 200 le 200 vous allez le reporter. Vous ne perdez rien. Mais vous allez devoir y aller jusqu'à concurrence de... Et ça se peut que vous réduisiez vos remises au-delà du 6 juin. Ça se pourrait, là. Mais vous ne perdez rien. C'est juste que c'est uniquement jusqu'à concurrence de la partie impôt. C'est très important parce que j'ai vu plusieurs réclamations où on annulait complètement la remise. C'est pas correct. Il va y avoir des corrections éventuellement par le ministère là-dessus. Bon, cette subvention-là, ça s'obtient uniquement par réduction, comme je dis, de la remise salariale, jusqu'à concurrence de cette partie-là. Alors, c'est quand même assez simple à appliquer, celle-là. Et il y a des minimums, il y a des maximums. Pour la durée de 90 jours, le maximum est de 1 375 par employé et de 25 000 par employeur. J'ai dans mes clients quelques organismes sans but lucratif qui ont 2 numéros d'employeurs. Ça peut arriver. 2 divisions où il y a 2 numéros d'employeurs, c'est 2 fois 25 000 en passant. C'est par employeur, par numéro d'employeur. Alors, si c'est un des prérequis, c'est d'avoir un numéro d'employeur fédéral, mais s'il y a 2 numéros d'employeur fédéral, vous avez droit à 2 fois. Alors, ça, c'est rare qu'on a un double dip du gouvernement, mais là, on est en mesure d'urgence. Ça, c'est la mesure à 10 quand même assez simple. C'est 10 on sait qu'il ne faut pas dépasser la partie impôt sur la remise. Ça va quand même assez bien, puis on a des maximums. Ça va jusque-là, ça va bien. Alors, la plupart des entreprises vont y avoir, la plupart des organismes sans but lucratif et des organismes de bienfaisance vont y avoir droit sans problème. Ça devrait même pas poser un problème. Vient la mesure à 75 et là, le plaisir commence. Bon, dans cette mesure-là, au départ, on avait simplement parlé d'une bonification. Dans le fond, c'était la même chose, mais on y allait à 75 jusque-là, ça aurait été bien plaisant. Sauf que là, le ministère a amené la notion des nouveaux critères d'admissibilité en fonction de la baisse de revenus. Et là, j'ai des questions justement au niveau de la baisse de revenus. Bon, ça, c'est nouveau. Et on fait allusion maintenant, je l'ai parlé tantôt de la notion de période de demande. Vous allez avoir une autre notion qui s'appelle la période de référence. C'est 2 choses. On s'est réinventé un petit vocabulaire là, fiscal pendant les derniers 30 jours. La période de référence. La baisse de revenus, on va y revenir dans quelques instants sur comment la calculer, mais pour être admissible, il y a 3 périodes. 3 périodes de référence. Mars, avril, mai. Ça va bien, ils ont un nom qu'on connaît. Mars, avril, mai. Pour être admissible à la période 1, période de mars, il faut que vous fassiez la preuve que vos revenus ont subi une baisse de 15 par rapport au mois correspondant à l'an passé, donc mars 2019, ou la moyenne de janvier-février 2020. Alors, vous avez dans le fond, vous prenez le plus avantageux des deux, mais vous avez le choix entre un ou l'autre. Oui, j'ai une question de Mme Ophélie. Excusez, parce que là, je ne veux pas initier tout le monde à toutes les questions au fur et à mesure, mais c'est donc la moyenne de janvier à février 2020, pas de l'année précédente. 2020. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais il y a une raison à ça, c'est parce que la mesure elle s'étend à tous les types d'entreprises, qu'ils soient à but lucratif ou non. Et je vous mets l'exemple d'une entreprise qui est ce qu'on appelle un start-up, une nouvelle entreprise qui n'opérait pas en 2019, qui a été créée en septembre, par exemple. Donc, automatiquement, ça serait 0. Ça ne marche pas. Donc, ils ont dit, on va permettre la moyenne de janvier-février 2020. Alors, on va revenir un petit peu sur la méthode, comment calculer la baisse de revenus, mais juste vous mentionner que pour la période de référence de mars, vous devez prouver que vous avez une baisse de revenus de plus de 15 À 15 vous ne passez pas, c'est 15,001. Donc, il faut vraiment plus de 15 par rapport soit
mars 2019 ou la moyenne de janvier-février. Si vous passez ce critère-là, étape suivante, là, vous embarquez dans le calcul. Alors, ce critère-là, il est essentiel parce que si on ne passe pas cette barrière-là, automatiquement, on n'est pas admissible pour mars. On devra refaire le calcul pour avril, sauf qu'avril, on va refaire le calcul, mais à 30 %. Et on va faire le calcul à 30 % sur la période correspondante l'année passée, avril 2019, ou ce qu'on aura choisi dans la période 1. Alors, la période 1, si on a choisi le mois correspondant ou la moyenne, on va devoir maintenir la même méthode. Alors, il n'y a rien de simple. Je vous dirais qu'il y a plein il y a plein de critères et de sous-critères comme ça qu'il faut faire attention, mais le principe, quand vous utilisez une méthode, vous la conservez. La méthode que on va voir dans quelques instants, comment vous calculez la baisse de revenus, vous devez la calculer également pour la période correspondante l'an passé. Fait on compare des pommes avec des pommes, et quand on utilise une méthode, on utilise la même mars, avril et mai. Très important. On retient ça, puis quand on va de l'avant, dans le fond, il est possible que vous ne vous qualifiez pas pour mars. J'ai plusieurs entreprises qui ne se qualifient pas pour mars, mais qui vont se qualifier pour avril. Donc, si vous ne vous qualifiez pas pour mars, il n'y a rien de perdu. On y va, on refait le calcul pour avril, donc début mai. On va refaire le calcul pour avril. Et là, on va y aller sur une base de 30 % de la période correspondante ou de la moyenne des 2 premiers mois, selon ce qu'on aura décidé en mars. Et si on ne se qualifie pas pour avril, il nous reste mai. Et là, on fait la même chose. On va se comparer à mai l'année passée ou la moyenne une des deux méthodes qu'on va avoir choisies. Alors, c'est bien important de maintenir la même méthode. Bon, alors, donc, ça, c'est le principe directeur. Une chose qui est très importante, parce que je vous dirais une chose qui est très importante, je pense que je vais peut-être vous répéter 20 fois ça tantôt, mais ce qu'il faut ne pas oublier, qui peut être intéressant, c'est que si un des critères que vous avez pour vous qualifier à avril et mai, je ne parle pas de mars, mais pour vous qualifier à avril, le premier critère, c'est que si vous êtes qualifié à mars, automatiquement, vous vous qualifiez à avril et mai. Ça, vous n'avez pas besoin de refaire le test. Si vous n'êtes pas qualifié à mars, mais que vous vous qualifiez à avril, automatiquement, vous venez qualifier à avril et mai. Alors, si vous êtes qualifié en mars, automatiquement, je vous annonce que vous êtes admissible au programme pour 90 jours. Vous n'avez pas besoin de refaire le calcul. Mais si ça n'a pas marché en mars, on le laisse en avril. Puis si vous vous qualifiez en avril, vous allez avoir le droit avril et mai. Alors, ça aussi, il faut faire attention parce qu'il y en a qui baissent les bras après le mois de mars. J'ai plusieurs clients, qui ne se qualifient pas en mars, sans but lucratif ou à but lucratif, qui ne se qualifient pas en mars, mais ils se qualifient drôlement en avril parce qu'on est en pleine période de confinement complètement. Là. Donc, c'est sûr qu'avril, ça va pas être le mois le plus coûteux pour le gouvernement. Donc, ça, c'est un peu le principe directeur au niveau de la baisse de revenus. Maintenant, comment on calcule le revenu? Parce que c'est ça. Ça, c'est la question là, que j'ai en 14 exemplaires présentement. Parce que je vous présente aujourd'hui des éléments. Je vais les représenter sur d'autres webinaires d'ici à vendredi. C'est la question. La baisse de revenus, ce qui est bien important, c'est que vous devez tout calculer d'emblée. Là. Vous devez tout le temps calculer, vous regardez vos résultats. Alors, on part de l'état des résultats de votre organisme. Vous devez comparer des pommes avec des pommes. Donc, vous devez comparer en fonction des règles habituelles, des règles comptables habituelles que vous utilisez. Donc, chose à ne pas faire, décider de changer la comptabilisation parce que là, c'est plus avantageux. Règle comptable habituelle. Donc, si la règle comptable habituelle, c'est de comptabiliser les revenus d'une façon, puis d'appliquer la méthode du report, puis de dire, bon, on considère les revenus lorsque la dépense est engagée, puis parfait, vous suivez cette méthode-là. C'est bien important. Donc, les méthodes comptables habituelles, il faut être comparable. On doit, dans le calcul, exclure les éléments extraordinaires. Genre, vous avez vendu un immeuble, vous avez vendu un terrain, l'organisme a vendu un bien, vendu un véhicule, ça a généré un gain comptable, on l'enlève. Même chose s'il y a une perte comptable, on l'enlève. Alors, c'est des choses extraordinaires. Ça ne fait pas partie des affaires courantes de l'entité. Donc, ça, on l'élimine. Très important. On doit
oui, on doit enlever ces montants-là. S'il y a des transactions qui sont faites avec des entités avec lesquelles vous avez des liens de dépendance, par exemple, vous avez un organisme, une fondation au-dessus, puis il y a des honoraires qui se versent entre les deux, vous enlevez ça. Vous n'avez pas de lien. Ce qu'on appelle un lien de dépendance, c'est quand vous avez un lien d'affiliation. Ça va bien quand on a une entreprise privée parce que le lien, souvent, c'est les actionnaires. Il y a un lien de dépendance, on appelle ça comme ça. Quand c'est un organisme sans but lucratif, le lien de dépendance, il peut exister si, par exemple, vous avez un organisme, puis au-dessus, vous avez une fondation qui sert à accumuler les fonds. Alors, il y a un lien de dépendance entre les deux. Fait que ça, s'il y a des opérations entre les deux, par exemple, un verse des honoraires à l'autre, il faut les exclure. Parce que l'un, c'est un revenu, l'autre, c'est une dépense, mais il faut les exclure de notre calcul. Donc, ça, c'est très important. Donc, la première chose, c'est d'utiliser les règles habituelles, enlever ce qui est exceptionnel comme transaction, ce qui peut avoir lien de dépendance. Fait qu'on revient juste vraiment à l'opérationnel. Et là, comme organisme sans but lucratif, vous avez un choix que la loi vous permet, la loi fiscale, dans ce cas-ci, c'est de retirer les subventions d'origine gouvernementale de votre calcul. Parce que c'est handicapant, les subventions, parce que vos subventions, bien souvent, ils sont maintenus. Les subventions n'ont pas été nécessairement coupées à cause de la pandémie. Donc, ça peut venir contaminer votre calcul puis rendre ça moins intéressant, les programmes. Je prends un organisme, par exemple, qui opère une friperie. Puis la friperie, ben, disons que c'est une source de revenus pour l'organisme. Mais que le reste de son financement est d'origine gouvernementale. En passant gouvernementale, fédérale, provinciale et municipale. Il faut faire attention, si vous avez une subvention de la ville, c'est une subvention gouvernementale. Alors ça vient d'un gouvernement municipal. Alors, si vous enlevez la partie, si vous tenez compte de la partie subvention dans un cas où j'aurais un organisme qui aurait une friperie, puis que la friperie est obligée d'être arrêtée à cause des règles qui ont été mises par la santé publique, c'est sûr qu'elle ne se qualifie pas. Parce que vous avez l'ensemble des revenus, vous ne serez jamais à 15 ou 20 ou à 30 là, c'est sûr. Mais si vous enlevez ces revenus-là, qu'il ne reste que les revenus opérationnels, là, tout à coup, là, ça devient une autre histoire, là, complètement. Donc, ça, c'est un choix que vous pouvez faire. Évidemment, si vous faites ce choix-là, je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous faites le choix pour le mois de mars, puis que vous vous comparez à mars l'an passé, bien mars l'an passé, vous devez faire le même exercice d'enlever les subventions. Si vous vous comparez à mars, la moyenne de janvier-février de cette année, vous devez également enlever les subventions. Si vos subventions, vous vous demandez combien j'enlève de subventions, bien vous enlevez, si vous avez une subvention qui couvre une période de 12 mois, bien 1/12 de subvention. Dans le fond, vous enlevez la partie qui concerne ce mois-là, par bailleur de fonds. Donc, il y a quand même des choses à faire attention. Mais tout d'un coup, c'est qu'en enlevant la partie subvention, la partie récurrente, là, tout d'un coup, vous allez vous qualifier dans bien des cas. Il y a une règle également, dans le fond, juste finir, ce que je ne voulais juste pas l'oublier, en enlevant les subventions, ce qui va vous rester, ça va être les revenus opérationnels. Donc, s'il y a des revenus d'activité, il va vous rester les revenus de dons, puis les revenus de cotisation. Alors, dans bien des organismes, vous avez les subventions, cotisations, activités et les dons. Alors ça, on enlève subvention, mais il va vous rester ces trois types-là principalement. Il peut y en avoir d'autres, mais normalement, ça devrait faire partie de vos revenus. Monsieur Bellefleur, je m'excuse. Il nous resterait une dizaine de minutes. Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Parce qu'on a un autre invité. Oui, je vais faire ça vite. C'est bon. Je vais faire ça vite. De toute façon, si jamais je n'ai pas fini, je vais rester jusqu'à la fin. Si jamais il y a des questions. Moi, je peux déborder. Alors, voilà. Donc, ça, il faut comparer des pommes avec des pommes. Et très important, vous allez pouvoir utiliser. Vous avez un autre choix que vous pouvez faire, c'est de vous faire le calcul selon la base de caisse ou la base d'exercice. Je n'irai pas plus loin, mais c'est un choix qu'on peut faire également si c'est plus avantageux. Donc, au niveau de la baisse de revenus, je vous ai un petit peu expliqué le cas. Et puis, quand vous allez calculer la subvention, puis on approche de la fin, sur les 10 minutes, quand on va calculer la subvention, j'ai envoyé à Mme Vadeboncoeur la grille de calcul. Je l'ai envoyé un petit peu plus tôt, il y a peut-être une heure, dans la dernière heure. La grille de calcul de Revenu Canada pour la subvention salariale. La grille de calcul que j'ai envoyée, c'est la grille en date du 27. Il y a eu deux grilles qui ont été publiées sur Excel qui se travaillent super bien, mais la deuxième version
faut faire très attention de prendre la bonne version. Donc, il y a une version qui est sortie il y a 48 heures. Je l'ai envoyée à Mme Vadeboncoeur. Elle pourrait peut-être vous la diffuser. Elle est disponible sur le site de l'ARC, mais juste pour la voir, ça va plus vite. Dans le fond, ce que vous allez pouvoir récupérer comme subvention, une fois que vous allez faire le calcul, puis ça, je vous invite à consulter la grille, là, je vais vous le présenter, mais dans la grille, ça va être très bien indiqué. Vous allez pouvoir récupérer le plus élevé de deux choses, soit 75 du salaire qui est versé pendant la période d'arrêt, donc dans les périodes admissibles, j'ai parlé tout à l'heure, avec un maximum de 847 $ par paye, par semaine, ou le plus élevé, donc de 75 de la moyenne des revenus qui ont été, des salaires qui ont été versés entre janvier et février, jusqu'à la période de confinement, là. Alors ça, vous allez devoir calculer l'ensemble des salaires bruts qui ont été versés par employé du 1er janvier jusqu'à la date de confinement, qui était autour du 15 mars, divisé par le nombre de semaines. Le salaire moyen, 75 de ça. Donc, vous allez prendre le plus élevé des deux que j'ai présentés. Ça va vous donner un chiffre. Et vous allez pouvoir additionner à ça les charges d'employeur, donc les charges d'employeur uniquement sur la RQAP, l'assurance emploi et les rentes du Québec, pour les employés qui ne travaillent pas, mais qui sont rémunérés. Alors ça, ce n'est pas juste les employés en vacances, là, parce qu'il y a des employés qui sont à domicile, mais qui continuent à être rémunérés. Alors, ceux qui ont eu une rémunération qui a baissé à 75 %, là, alors c'est ceux-là qu'on vise. Alors, sur cette partie-là, les charges d'employeur. Donc, ces montants-là, ils vont être calculés, puis vous allez pouvoir les récupérer via la subvention salariale. Donc, c'est puis, dans le fond, pourquoi je vous ai parlé de la méthode du 10 %, c'est qu'une fois que vous allez avoir fait ces calculs-là, quand vous allez sur le site, vous allez soustraire le montant que vous avez réclamé du 10 % que vous allez avoir calculé et que vous allez avoir réclamé via votre réduction de votre remise salariale. Donc, c'est un peu la façon de le faire. C'est un petit peu plus compliqué que ça aurait dû, mais bon, il faut vivre avec la façon de faire. Il y a eu une question, mais je vais terminer avec ça, compte tenu du temps. On me posait la question sur la reddition de compte. Bon, ce projet de loi-là, qui est le projet C14, qui a été déposé au mois de mars dernier, fin mars, il a été adopté très, très, très rapidement, excessivement rapidement. Il y a des pénalités qui sont prévues, mais les pénalités, ils ne se sont pas cassés la tête. C'est surtout dans les cas où il y a une réclamation qui est faite alors qu'on ne rencontre pas les critères de base. Je ne parle pas d'erreur de calcul. L'erreur de calcul, ils vont simplement vous charger, au pire, là, le montant avec un peu d'intérêt. Mais ça, ce n'est pas grave. Mais si vous avez réclamé alors que vous n'aviez pas droit, la loi fait directement référence à ce que nous, on appelle la règle générale anti-évitement. Alors, c'est les mêmes pénalités que pour des planifications agressives. Donc, c'est 25 % du montant réclamé, plus le montant réclamé, plus intérêt. Donc, ça fait mal, ça fait très mal. Alors, il faut faire très attention parce qu'ils ne sont pas cassés la tête. C'est vraiment la règle générale anti-évitement. Alors, ceux qui font des planifications pour détourner de l'argent aux Bermudes, c'est les mêmes pénalités. Ce qui est très important, peu importe la méthode que vous allez utiliser, documenter. Alors, si vous remplissez les grilles, vous allez pouvoir prendre connaissance. Je ne m'étirerai pas, mais si vous pouvez remplir les grilles, assurez-vous d'avoir une copie de votre journal de paye. Assurez-vous d'avoir peut-être une copie de documents d'un employé, le détail de sa paye, tout ça. Avoir ça très complet pour supporter chacun des montants que vous allez mettre. Il va y arriver peut-être des erreurs. Une erreur, ce n'est pas grave. S'il y a une erreur, moi, je m'attends l'année prochaine, j'en parlais avec d'autres fiscalistes, là, on s'attend l'année prochaine, là, ça va être des vérifications, là, ils vont aller récupérer des milliards de dollars. L'argent pour la relance, ils vont aller rechercher juste avec les erreurs qu'ils vont faire. Mais s'il y a une erreur, advenant une vérification, ça va vous coûter, vous allez remettre le montant en trop avec un peu d'intérêt, puis ça va finir là. Mais si c'est mal documenté, c'est là qu'il y a un problème. Donc, documentation essentielle. Donc, l'autre chose aussi, prendre son temps pour ne pas réclamer trop vite. C'est drôle à dire, à moins que vous ayez que l'organisme ait un besoin pressant d'argent, parce qu'il y a quand même un délai de 3 à 6 semaines avant d'avoir l'argent. Moi, je vous dirais, prendre son temps, ramasser l'information. Puis ceux qui ont fait leur demande il y a une semaine, là, ceux qui ont fait même leur demande il y a le 27, là, c'était trop vite. Tout le monde s'est garoché pour le faire, puis il y a plein d'erreurs parce qu'ils ont sorti des précisions, puis les gens vont être corrigés, là. Donc, l'argent, là, vous pouvez faire la demande en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Les programmes vont être là. Vous allez pouvoir y adhérer. Je ne vous dis pas d'attendre aussi longtemps.
Mais des fois, juste attendre pour voir s'il y a eu des changements. S'il y a lieu, vous allez pouvoir le faire d'un coup comme il faut. Parce que c'est pas si facile. N'hésitez pas à consulter. Parce que, dans le fond, vous êtes mieux de consulter. Il y a souvent, il y a plein d'erreurs. C'est des erreurs techniques. Puis, je vous dis, on se tient à date, nous autres, puis d'une demi-heure à l'autre, des fois, ça change. Là. Il y a encore eu des changements hier. Je vais avoir une autre version des programmes là, demain. Donc, ça a parti de quelque chose d'assez simple, là, c'est rendu assez complexe. Là. Surtout qu'il y a tellement de programmes maintenant, le danger, c'est que les programmes s'entrecoupent. Alors, si on réclame une place, il faut faire attention pour pas qu'il y ait une superposition de programmes, des dédoublements. Donc, à retenir, documentation. Et puis, n'hésitez pas à consulter. Très important, c'est une protection. Mais je vous le dis, il y a de l'argent, c'est incroyable. Mais la plupart de vos organismes, de vos membres, comme CDC, vous allez en avoir tellement là, qui vont adhérer. Là. Ça va être important de diffuser la bonne information. Mais comme je disais, le 10 et le 75 ne sont plus mutuellement exclusifs. Donc, faire très attention. Là, vous devez adhérer aux deux si vous prenez la méthode du 75 %. Merci de votre patience, M. Belfort, c'est vraiment très apprécié. Non, pas de problème, ça me fait plaisir. Là, j'en avais quelques-uns. Si les gens qui avaient posé des questions dans le chat sont toujours là, allez-y. Sinon, je vais les relayer pour qu'on ne perde aucun fil. Ben, en fait, non, il y a déjà une question, une personne qui a dû quitter, fait que je vais me permettre de la poser. Il y avait une question sur le fameux 25 % que les organismes doivent assumer sur la subvention salariale du 75 %. Là, il n'a jamais été question d'obligation, si je ne m'abuse, mais pouvez-vous nous en dire un petit peu plus là, sur ça, puis comment ils vont vérifier si on est en mesure ou pas de payer ce 25 % de différence? En fait, c'est sûr que la subvention salariale, ça vient un petit peu compenser les risques des employeurs jusqu'à hauteur de 75 %. Donc, c'est sûr que l'employeur va avoir à défrayer le 25 %, sûr et certain. Il y a plusieurs employeurs qui ont, je dirais, sauver les emplois, ont réduit à 75 % la rémunération. Ce qui fait que stratégiquement, en fait, tout le salaire est couvert par la subvention à ce moment-là. Donc, si cette mesure-là n'a pas été prise par l'employeur, soit de réduire à 75 % la rémunération couverte par la subvention, à ce moment-là, il va devoir l'assumer. C'est sûr que les employeurs doivent faire le gouvernement dans ses vérifications subséquentes. Puis, inquiétez-vous pas, il va en avoir des vérifications. Là, pour l'année 2020, on est en période de gestion de crise. Quand la poussière va retomber, l'après-COVID, moi, je m'attends, j'en ai parlé justement avec des fiscalistes ce matin, l'année prochaine, ça va être des vérifications fiscales coast to coast, parce que il y a tellement votre autre invité en parlait, il y a tellement de zones grises, c'est incroyable. Fait que si nous, en tant que CPA, on a les fiscalistes, on a des zones grises, imaginez les gens quand ils remplissent la grille. Avec Cynthia tout à l'heure, ma future associée, on était en train je me suis juste arrêté, je vais compter le nombre de programmes qu'on a, je ne me suis pas arrêté, on en a 51. Alors, en date d'aujourd'hui, on a 51 programmes. Le PACME, c'est un des derniers, mais après le PACME, je pense qu'il y en a au moins 13 nouveaux qui se sont créés, surtout québécois. Donc, ça devient dans le fond, même pour nous autres, j'écoutais monsieur tout à l'heure parler du PACME, et puis je connais la mesure grossièrement parce que je me suis concentré surtout sur d'autres, moi c'est surtout les subventions salariales et les prêts d'urgence. Là, ça, même pour les organismes sans but lucratif, ce n'est pas le but du propos aujourd'hui, mais même les organismes sans but lucratif qui ont des activités commerciales, par exemple, l'exploitation d'une friperie ou d'un kiosque de l'Auto-Québec ou peu importe, sont admissibles, aux 40 000 en passant. Il faut faire attention, mais ça prend une activité commerciale. Ça, c'est un essentiel. Mais pour revenir aux 25 %, dans le fond, les employeurs vont devoir faire la preuve qu'ils ont essayé de maintenir les emplois. On dit que le gouvernement s'attend à ce que tous les employeurs fassent tous les efforts possibles pour ramener les salaires des employés au niveau d'avant la crise. Donc, les employeurs, ça serait un petit peu
En tout cas, faut que ça, l'employeur va avoir, ça va être c'est un problème à risque partagé. On va avoir un petit peu la même chose là, si vous suivez un petit peu l'actualité avec ce qui se passe au niveau des locataires. Les propriétaires vont devoir assumer une part du risque, le gouvernement va en assumer une part, puis le locataire va en assumer une part. Alors, c'est un peu le but de la mesure. Le gouvernement ne veut pas compenser 100 mais bon, mais il n'y aura pas de reddition de compte tant pour le 25 que comme le calcul du salaire. Le calcul du salaire admissible, c'est là qu'elle va se faire la reddition de compte. Le 25 il va devoir être assumé. Net de la subvention, l'employeur va devoir l'assumer avec les charges sociales, c'est sûr. Mais c'est pas tant le 25 qui va faire l'objet d'une reddition de compte comme l'ensemble des salaires. Puis tout à l'heure, je vais juste faire un petit aparté. Tout à l'heure, je parlais de la documentation, l'importance de la documentation. Je me suis attardé beaucoup au niveau des salaires à documenter, mais la baisse de revenus doit être documentée beaucoup parce que c'est le critère numéro 1. Donc ça va être très important de documenter. Donc, quand je disais les règles comptables habituelles, enlever les éléments exceptionnels, enlever les subventions, alors ça va être bien important de documenter tout ça. Fait que vous allez avoir un dossier, votre dossier de travail, regardez-le, ça va être très important. Ça va devenir la pièce de résistance advenant une vérification fiscale. Donc, c'est dans la mesure où vous avez cette documentation-là, autant pour les salaires que pour les revenus, je dirais les deux d'importance égale, là, parce que les deux montants, c'est deux places essentielles. Vous allez vous attirez pas les foudres de l'application de la règle générale anti-évitement. Si jamais même le gouvernement a annoncé que s'il y avait des erreurs, il serait très souple dans l'application des intérêts. Ça ne me surprendrait pas qu'il y en ait peu ou pas, là. Mais c'est surtout si les critères de base ne sont pas respectés, c'est là que ça va faire mal. Mais pour le 25 c'est pas tant le 25 comme l'ensemble du revenu qui va faire l'objet d'une vérification. C'est carrément une vérification fiscale. Ce qui est spécial, c'est que les organismes sans but lucratif vont avoir la visite de l'impôt. On voit un petit peu moins ça. On commence à le voir, par contre, en TPS-TVQ. Là. On le voit, j'ai des clients qui ont des entités, des organismes du OSBL qui ont eu la visite de l'impôt en TPS-TVQ, mais en impôt, plus rare. On va commencer à le voir parce que ça relève vraiment des vérifications de l'impôt et non pas de la taxe de vente. Donc, on va falloir s'habituer à des changements. On va voir des visages nouveaux. On n'a pas vraiment le goût de voir, mais bon, on va devoir les faire avec. Ils sont charmants. On espère qu'ils sont charmants. Espérez. Merci. Il y avait Martin qui avait aussi une question, alors très particulière, là, je m'excuse, j'essaie de la passer en même temps, je ne la retrouve pas, je vais essayer de la reformuler. Mais je pense que Sébastien l'a remise, en fait, là, par rapport aux subventions. Oui, c'est ça là que je cherchais. Sébastien, tu le vois? Oui, Sébastien, veux-tu la poser? En fait, je l'ai mis dans les commentaires, là, dans la conversation. Ce qu'il disait, là, j'ai repris son texte intégral, ça disait, sauf que si j'enlève mes subventions, j'imagine que je rembourse pas les salaires liés à ces subventions-là. La demande de subvention va être associée à la part de perte de revenus. C'est quoi que ça finançait avant? Ouais, ça, c'est une très bonne question. On me l'a posé souvent, puis la réponse est la suivante. Il n'y a pas de lien entre ce que la subvention sert à payer. C'est point à la ligne. Donc, si vous avez, parce que votre question est très bonne parce que ça a été soulevé plusieurs fois, il n'y a pas de lien entre le but de la subvention et le programme. Donc, si vous enlevez la subvention, c'est uniquement pour fin de calcul de la baisse de revenus, pour documenter cette baisse de revenus-là, pour voir l'admissibilité. Une fois que vous avez passé ce calcul-là, après ça, vous calculez les salaires, qu'ils soient subventionnés ou non, c'est une source de revenus. Ces mêmes salaires-là pourraient être défrayés par des revenus d'activité, de dons, peu importe la provenance, c'est vraiment... On regarde l'organisme sans but lucratif comme une entité, point à la ligne. On oublie le fait qu'elle est sans but lucratif. On met dans le fond... évidemment, là, on a la possibilité d'enlever les revenus récurrents de subvention, mais au final, ce sont les mêmes règles que pour une entreprise privée. Une fois qu'on passe cet ajustement-là. Donc, c'est vraiment les salaires point à la ligne, alors qu'ils soient subventionnés ou non. Parce que sinon, bien souvent, vous avez une subvention, puis dans le fond, la raison de la subvention, c'est la masse salariale qui va avec. Donc, sinon, vous perdriez tout.
Parce que la question, quand Martin l'avait posée la semaine dernière, je vais reprendre son exemple qui est extrême, mais c'est pour bien l'imager, là. Si j'ai une masse salariale de 1 million, j'enlève mes subventions, mais pour calculer la partie de ma friperie qui représente 100 000. Puis là, j'ai une baisse de revenus de plus que 30% sur ma friperie est fermée. Fait que si je fais le calcul que sur la part friperie, parce que j'ai tout enlevé le 900 000 de subventions gouvernementales dans mon calcul, je suis admissible, mais après ça, quand je fais mon calcul pour le 75% puis le 10%, je peux le faire sur ma masse salariale de 1 million au complet. Je vais vous dire, vous soulevez un bon point. Je ne m'avancerai pas, mais je vais vous dire une chose, puis ça va être la même chose, ça va être la même réponse parce que c'est important, je vais vous dire, en fonction de l'information que j'ai en date d'aujourd'hui. Oui. Ça serait le million. Calme. Parce que quelque part, oui, effectivement, j'abonde dans le même sens. Mais dans le fond, il n'y a pas de règles présentement qui viennent clarifier ça. Quand je disais tout à l'heure, allez pas trop vite, c'est ce genre de règle-là, parce que là, vous tombez dans une règle très particulière, puis là, c'est sûr, ça touche les organismes sans but lucratif. Là, on n'a pas ça dans le privé. Là. Donc, mais selon les règles actuelles, je vous invite, je vous lance le défi à tous les membres du Québec. Allez voir sur le site de Revenu Canada et trouvez-moi, en date de là, faites-le pas demain, parce que demain, ça va peut-être changer. Aujourd'hui, il n'y a rien qui va vous dire que vous n'avez pas le droit. Donc, normalement, vous enlevez la partie subvention, vous calculez, mais une fois que vous avez prouvé votre admissibilité, c'est sur l'ensemble du payroll au complet. OK. Sauf que je retiens quand même la notion de documentation, preuve des calculs, et on va se faire ramasser sur les normes comptables l'année prochaine. Bien, là, en partant, je vais juste vous donner un défi. Je vais juste vous mentionner une chose, puis on parle des normes comptables. Tous les organismes, tous vous autres, là, vous avez une règle comptable qui s'appelle, quand vous comptabilisez les revenus. Pour moi, c'est les normes comptables canadiennes pour organismes sans but lucratif, nos NCOSBL, que vous voyez dans tous vos états financiers. Vous devez utiliser la méthode du report. Oui. C'est pas un revenu. En fait, ce n'est pas un revenu. Vous recevez un encaissement et ça devient un revenu lorsque la dépense est engagée. Ce qui n'est pas engagé, ça s'appelle apport reporté ou subvention reportée anciennement. Alors ça, c'est la méthode du report. Cette année, moi, je vous parlais tantôt, j'ai des organismes dans le domaine du sport. Cette année, on s'entend-tu que c'est anéanti? Si vous vouliez vous laisser pousser à la barre pour les playoffs, oubliez ça. Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Il n'y aura rien cette année. Mais tous les organismes qui commanditent, pas qui commanditent, mais qui dans le fond, qui organisent ces activités-là, puis qui ont reçu des subventions pour ça en mars, puis que c'est annulé. La subvention, on fait quoi, là? Fait que vous allez avoir des apports reportés, là, cette année, là, ça va être horrible. Dans les organismes, ça va être horrible. Parce que vous allez avoir une baisse incroyable, parce que ça va sortir des revenus, puis ça va sortir dans le passif, parce que c'est une dette. Dans le fond, ce que vous ne dépensez pas, vous le devez techniquement. Fait que vous allez avoir un débalancement dans plusieurs organismes, il faut le prévoir. Peut-être pas les 31 mars. Ceux qui ont des organismes fins d'exercice au 31 mars, ça va moins paraître. Sauf que ceux qui ont des fins d'exercice au 30 juin, il y en a beaucoup. 31 mai, 30 juin, là, il y en a beaucoup. Aïe aïe. Ça va avoir des états financiers assez particuliers. Là. Fait qu'on va avoir se casser la tête. Dans certains cas, comment on présente ça. Mais pour revenir, c'est vrai ce que vous dites, puis je vais revenir là. Documentation, c'est votre plus grande protection. Si vous vous êtes trompé dans votre calcul, dans le fond, vous ne vous tromperez pas dans l'admissibilité parce que vous avez le droit d'enlever les subventions. Fait que ça, c'est le critère qui ferait en sorte que vous pourriez vous ramasser avec la fameuse règle générale anti-évitement. Vous êtes admissible. Fait que il va se passer quoi? Bien, ça va être au niveau du montant de la subvention. Voilà, c'est sûr que si on parle d'un payroll d'1 million, puis finalement, ça finit avec le payroll de la friperie, il y a peut-être que le décalage, ça va peut-être faire mal un peu là, au niveau financier, mais techniquement, vous avez respecté le principe de le principal critère sur la baisse de revenus. Bon, là, sauf que vous auriez à le remettre, mais juste avec intérêt. Mais avec les règles actuelles, c'est vraiment sur le payroll au complet. Mais d'après moi, ils vont allumer un moment donné, puis ça va devenir
Et, comme je dis, ils vont venir, ou comme vous disiez tantôt, là, ils vont aller rechercher pour s'auto-rembourser quand il va y avoir eu de l'abus. Fait que c'est à faire attention parce que là, les montants que j'ai nommés sont exagérés, mais si on les ramène plus réalistes pour certains groupes, moi, ce que je pense, là, il faut quand même les avertir de faire attention. Ouais, ils vont sortir, là, on ne se le cache pas, là, ils vont déposer le budget fédéral là, dans les prochaines semaines. Là, ça pourrait facilement dépasser 200 milliards. C'est du jamais vu au Canada. Bon, la chose étant, c'est que quand ils vont en mettre en marche les procédures de vérification, j'en parlais justement avec des fiscalistes ce matin, moi, je m'attends à ce qu'ils récupèrent là, quelques dizaines de milliards. L'argent de la relance, là, elle va venir dans ce qu'ils vont aller rechercher dans les mauvais calculs. Ça va être... parce que là, ils sont en train de soutenir l'économie à bout de bras, là, présentement. On est en période de crise. Puis, en même temps, je veux dire, ils achètent la paix sociale. À quel prix? Ils payent cher, là. C'est rendu que c'est plus avantageux. Là, c'est parce que même, ça va être plus avantageux de rester chez nous. Il y a des mesures, là. La plupart des mesures, là, je trouvais ça, j'adhérais aux mesures, là, mais plus on avance, plus je décroche un peu. Il y a des choses que je décroche. Mais bon, ils essayent de ne pas oublier personne. Mais l'année prochaine, quand ils vont faire des mesures, puis ça, ils l'ont bien dit. Fait que, Monsieur Justin, quand il a fait ses annonces au mois de mars, il a bien dit danger à ceux qui essayent de contourner le système. Bien, c'est ça, parce que vu que la loi a été adoptée rapidement, mais plus que rapidement, ils ont carrément dit règle générale anti-évitement pour tout problème. Fait qu'à ce moment-là, ils ne se sont pas cassé la tête comme fixer une pénalité de 5% qui a un intérêt. Non. Règle générale anti-évitement. C'est qu'à ce moment-là, c'est une règle qui a des dents, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Merveilleux. Donc, la règle d'or, c'est ne soyez pas trop gourmand. De toute façon, ça risque de vous coûter quand même assez cher à l'avenir. Fait que ça peut coûter. Bien, dans le fond, nous autres, on assiste beaucoup de clients. Je pense que ça ne sera pas si pire. Je pense que ça ne sera pas si pire. Je pense que dans l'ensemble de nos clients, ça ne sera pas si pire. Là. Il peut y avoir des écarts, là, mais ça sera pas. Je ne m'attends pas à des grosses. C'est quand il y a des questions d'interprétation. Le ministère, parce qu'on parle de Revenu Canada, il y a Service Canada puis Revenu Canada. Là, il y a deux entités, là. Deux solitudes qui ne se parlent pas normalement, qui là travaillent ensemble avec deux systèmes qui ont de la misère à communiquer. Fait qu'il y en a qui ont reçu deux prestations. Il y en a qui ont reçu la PCU et du chômage en même temps. Puis on dit non, n'oubliez pas, vous allez devoir le remettre. Ça fait partie des coupes de milliards là, qui ont de la misère à collecter. Là, parce que l'argent est peut-être déjà dépensé. Peut-être votre prochain voyage est déjà payé avec ça. Il y a peut-être un dépôt d'une agence de voyage déjà fait. Mais l'année prochaine, quand ils vont faire les vérifications, c'est là que ça va être la documentation va être la règle d'or. Ça va être important. Mais je ne m'attends pas à des gros écarts, mais tout a été adopté tellement vite qu'il n'y a aucune règle administrative, il n'y a aucune interprétation. Et c'est au compte-gouttes. C'est au compte-gouttes. Mais il y en a eu des interprétations, mais des interprétations d'urgence. Parce que normalement, quand on fait une demande d'interprétation à Revenu Canada, ça peut prendre 6 mois. 6 mois, 1 an pour avoir une réponse. Alors, ça vous donne une idée. Là. Il y a eu des demandes qui ont été faites, puis il y a eu des réponses en dedans d'une semaine, 2 semaines. Là. Ça veut dire qu'ils doivent suer un petit peu à Revenu Canada. Là. Le peu qui reste, parce qu'ils ont congédié la moitié du personnel. Puis Service Canada, ils ont congédié tout le monde, sauf les personnels de première ligne. Donc, service essentiel, les comptables. Voilà. Je suis prête pour ma cause. Je pense que je vais réclamer une prime, moi aussi. Je veux de ma prestation. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Oui, moi, personnellement, j'aurais une autre petite clarification sur ce que vous veniez de dire pour le 25 %, mais si toutefois il n'y a pas d'autres questions, là, je ne veux pas prendre le crash. Okay. Tout le monde, ça va? Bon, mais excusez. Là, vous disiez pour le 25 %, donc, ce qui est inscrit, c'est qu'il faut qu'on prouve qu'on a fait tous les efforts possibles pour maintenir ce fameux 25 %-là. Là, vous disiez, par contre, j'ai une petite phrase qui m'a séduite, que certaines de vos entreprises avec qui vous travaillez ont quand même réduit à 75 % la rémunération de leur employeur. On fait ça comment?
on leur annonce qu'on réduit à 75 En fait, ils ont simplement, dans la mesure, ils ont annoncé la réduction. Bien, en fait, ça s'est fait, ils l'ont appliqué de façon rétroactive à la date, jusqu'au salaire versé au 15 mars. Alors, il y en a plusieurs qui ont été congédiés. Ils ont eu des révocations, ils ont annulé des congédiements et puis ils ont réengagé. Là, les gens, évidemment, ne travaillaient pas. Ils ont versé les salaires à hauteur de 75 de ce qu'ils devaient gagner. Et puis, là, on a des employés rémunérés, mais qui ne travaillent pas. Et je vous parlais tantôt des charges d'employeurs qu'on peut aller chercher sur les employés rémunérés, mais qui ne travaillent pas. Donc, dans le fond, il y a plusieurs façons. Là. Dans le fond, il y a eu des ajustements salariaux qui ont été faits. Il y a eu des congédiements qui ont été annulés, mais les gens ont dit on vous réengage, on vous donne votre salaire, mais à hauteur de 75 À ce moment-là, bon, ça, il fallait qu'il y ait eu un congédiement à ce moment-là. Parce qu'il y en a quand ils ont annoncé le confinement, il y en a qui n'avaient pas les moyens, ils ont congédié carrément. Là. Il n'y avait pas les moyens. Donc, ça a été une réaction de survie. Le plus bel exemple que je vais vous donner, là, c'est très, très gros, là, Air Canada. On ne voit plus beaucoup d'avions dans le ciel, mais ils ont congédié 16 000 personnes, Air Canada. Bon, les 3 premières semaines, ils ont été congédiés complètement. Là. Les gens, un ne pouvait même plus respecter les règles de distanciation, tout ça. Ils ont congédié tout le monde. Air Canada a annulé le congédiement de 16 000 personnes. Évidemment, ils ont communiqué avec Service Canada parce qu'il y avait eu 16 000 cessations d'emploi, 16 000 relevés d'emploi qui ont été annulés. Ils les ont réengagés, mais ils les payent à 75 de leur salaire. Donc, les salaires de 16 000 personnes sont complètement couverts par Revenu Canada. 16 000 personnes. Bombardier l'a annoncé cette semaine, 11 000 personnes, ça c'est hier. Bombardier révoque le congédiement de 11 000 personnes. Ils vont verser les salaires à hauteur de 75 Ils vont carrément, ça va être couvert 100 par le gouvernement. Puis ils vont en plus réclamer le charge d'employeur là-dessus parce que ils ne travaillent pas, mais ils sont rémunérés. C'est pas comme des vacances. Donc, comment est-ce qu'on fait? Bien, je dirais que ça serait dur un peu si on a continué de payer les gens qui travaillaient à temps plein, puis on les payait à 100 de leur salaire, ça serait un peu fou. Là. Ils ne peuvent quand même pas rembourser. On ne peut quand même pas demander à l'employé de rembourser 25 de son salaire pour que l'employeur puisse se qualifier. Dans le fond, il y a des règles qui ont été faites. Il fallait être réactif au moment où ça a été divulgué. Fait, à moins s'il y a eu congédiement, on peut révoquer un congédiement. Mais s'il n'y a pas eu congédiement et on a gardé les employés, on est un peu pris avec notre décision. On ne peut pas revenir en arrière et changer le passé. Dans le fond, ils ont ceux qui sont capables de se passer du risque du 25 dans le fond, de ne pas avoir à défrayer le 25 bien, c'est ceux qui ont été réactifs, qui ont congédié carrément. Sauf que là, on ne peut pas refaire le passé. Enfin, c'est un peu... je dirais que ça pourrait être un peu injuste, mais on ne peut rien y faire. On vit avec ça. Là, je vous dirais qu'on est dans des mesures exceptionnelles qui sont très imparfaites. Les gens reçoivent des revenus qui ne sont pas en fonction de leurs revenus. Donc, j'ai des clients qui gagnent des très, très gros salaires, mais ils sont complètement arrêtés et ils reçoivent leurs 2 000 $ comme l'autre personne qui gagne plus de 5 000 $ dans les 12 derniers mois. Ils reçoivent le même 2 000 $. Il y en a un qui gagne 5 000 par année, puis l'autre en gagne 400 000. Les deux reçoivent le 2 000. Bon, donc, on repassera pour l'égalité, là, en fonction des revenus. C'est des mesures d'urgence, des mesures de paix sociale. Ceux qui ont mon âge, qui ont vécu le grand verglas dans la Montérégie, on avait eu des versements comme ça de chèques. On allait chercher ça tous les jeudis, puis c'était versé indépendamment des revenus. Tout le monde y avait droit. Alors, on était en ligne avec les plus grands millionnaires de la région pour aller chercher notre chèque. Alors, c'est des mesures de paix sociale, puis ça sert à calmer les gens. Et bon, c'est pas la première fois. Puis quand il y a des inondations, on voit ça aussi dans certaines zones riveraines. Là. Fait que c'est pas quelque chose de nouveau. Là, c'est parce que c'est à grandeur, c'est planétaire. Là. Mm-hmm.
Ben, merci beaucoup. En tout cas, pour moi, ça clarifie beaucoup, là. On va rediffuser, évidemment. Je ne pense pas que j'aurais la chance de. Ben, en fait, je pose la question quand même. Si vous aviez toutefois des petites notes, des choses comme ça, là, je vois des fois que vous regardez des documents. Si vous pouviez les fournir à Anne, moi, ce serait comme Je suis entouré de documents. Oui. C'est ma vie, c'est des documents. C'est ça, ben, sans toutefois faire un compte-rendu très exhaustif, là, je vais essayer de dégager les grandes lignes pour les équipes qui me l'ont demandé. Là, je pense que ça va être utile, mais en tout cas, celle-là va être appréciée là, pour le 25 là. En tout cas, pour moi, c'est clair. Quand on a licencié un employé, ben, on pourra le reprendre et leur dire ben, on va te payer 75 mais si on a continué à payer nos employés, on ne peut pas leur dire dorénavant, on va seulement vous payer 75 de votre salaire. Je vais y aller avec un élément de planification. On est juste le 28 avril. On pourrait les réengager à 75 maintenant. Le programme, il dure encore 1 mois et demi. Ça pourrait se faire. Si vous êtes admissible, toutefois, à la subvention, il faut faire attention, mais si vous vous êtes, par exemple, qualifié en mars ou en avril, vous pourriez réengager les gens pour le début mai, le mois de mai et le mois jusqu'au 6 juin. Les employés, si vous les réengagez à 75 de leur salaire, ce n'est pas perdu non plus. Vous pourriez le réclamer. Dans la mesure, toujours, si vous êtes admissible en fonction de la baisse de revenus, élément de planification. Fait que ce que vous ne pouviez pas faire pour le premier mois, bien, il vous reste encore 2 mois. Là. Vous avez avril et mai. Bien, surtout le mois de mai, là, il y a encore moyen de faire des choses. Ça pourrait être si les gens, vous avez continué de les avez gardés, bien, en fait, il faudrait si vous les gardez, mais qu'ils acceptent aussi une baisse de salaire. Dans le fond, ça permet à l'organisme dans le fond, je pense que ça va permettre à l'organisme de sauver de la liquidité et de se garder à flot. Puis que tout le salaire va être absorbé par le gouvernement à ce moment-là. Ça évite le 25 Il y a encore des choses qui peuvent être faites au niveau planification. Parce qu'on n'est pas fini, là, on est juste un mois de fait. Et contrairement, on disait tantôt, on parlait beaucoup de folklore, là, il y a beaucoup de folklore au niveau de tout le monde y va de ses règles et ses interprétations, là, mais j'ai commencé à entendre que ils vont étirer ça, le programme, ils ne l'étireront pas. C'est impossible. L'économie repart lundi. Mm-hmm. C'est impossible. Ils ne pourront pas étirer, là. Fait que le déconfinement, là, la réouverture de l'économie progressive commence lundi. Donc, c'est sûr et certain que là, ils veulent que s'ils étiraient ça, ça irait complètement à l'encontre d'une reprise de l'économie. On ferait perdurer le problème. Donc, eux autres, ils veulent que l'économie reparte, puis tous les économistes le disent, puis j'abonde dans le même sens. Il faut que l'économie reparte avant la mi-mai. Sinon, les dommages vont être permanents. Donc, il faut vraiment que ça reparte. Tranquillement, dans les meilleures conditions, ça oui, mais il faut que les secteurs reprennent. Déjà, le secteur des arts, le secteur de la culture, le secteur du tourisme, cette année, ça va être un désastre épouvantable. Mais il faut que la construction, il faut que éventuellement la restauration, au moins, puisse reprendre. Mais il faut que tous les services de base puissent reprendre. Là. Ça, je pense que même je pense juste pour le côté psychologique de la société, je pense qu'il faut que ça reprenne là, tranquillement, dans les meilleures conditions, toujours. Nous, on est prêts, on va reprendre ici, on travaille tous en télétravail, mais tout le monde a des gants, tout le monde a des masques, on a des mesures d'hygiène, des mesures sanitaires, des mesures, ici, le bureau, c'est un bunker, on est prêts, mais là, nos clients, on ne peut même pas aller les voir là, présentement. Mm-hmm. C'est qu'on présente nos états financiers sur le web, on fait des rencontres sur le web, on s'adapte, mais il va falloir qu'on déconfine à un moment donné. Mais il va falloir le faire dans les règles les plus strictes. C'est pas une joke là, ce qu'on vit là. On est rendu à 200 000 morts là, sur la planète. Là. Fait qu'il se passe quelque chose. Là. Alors donc, il faut réagir puis il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Mais il faut aussi que ça reparte. Ben, on va souhaiter bonne chance pour la suite des choses, en tout cas. Oui, mais merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là, M. Bellefleur, encore une fois. Vous avez été extrêmement pertinent.